Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 3 pétroliers ont coulé dans le détroit d'Ormuz et les hommes qui se trouvaient à bord de ces navires sont encore dans l'eau. Ce qui s'est produit au cours des dernières heures n'est pas un simple titre. Ce n'est pas un développement géopolitique. Ce n'est pas une escalade dans un conflit suivi de loin. Ce qui s'est produit ce matin, c'est le moment où l'économie mondiale s'est brisée. Pas au sens figuré, au sens littéral. 3 navires reposent au fond de la voie maritime la plus importante de la planète. Et en ce moment même, entre 60 et 90 marins flottent dans une eau à 35 degrés, dans une zone d'engagement militaire active où aucun bâtiment de secours ne peut entrer sans danger. Voilà où nous en sommes. Ce qui s'est produit ne peut pas être annulé dans un délai que l'économie mondiale peut supporter, et la décision qui se prend en ce moment à Washington pourrait être l'appel de politique étrangère le plus lourd de conséquences des 20 dernières années. Quelque part dans l'orbite médiatique pro-Trump, il y a probablement déjà un homme en complet bleu marine en train de préparer une explication selon laquelle de l'acier au fond de la mer n'est, au fond, qu'un problème de communication. Le détroit d'Ormuz était déjà fermé avant ce matin. Il faut comprendre cela avant d'aller plus loin. Depuis les premiers jours de ce conflit, l'Iran maintenait ce que les analystes appelaient une fermeture sélective. Les navires que l'Iran choisissait de laisser passer obtenaient l'autorisation de transit. Les navires que l'Iran choisissait de bloquer étaient arrêtés par la menace crédible et permanente d'une attaque aux missiles anti-navires. Aucune compagnie maritime commerciale n'était prête à envoyer un navire dans cet environnement. Aucun assureur n'acceptait d'émettre une couverture maritime pour ces eaux, à quelque prix que ce soit. Le détroit était, de fait, non opérationnel. Mais il y avait une différence cruciale entre le détroit qui existait hier et le détroit qui existe aujourd'hui. Et cette différence change tout. Le détroit fermé d'hier avait un mécanisme théorique de réouverture, retirer la menace militaire, parvenir à un cessez-le-feu, démontrer que les missiles ne représentent plus un danger et, en théorie, les navires pourraient recommencer à circuler. Le cadre d'un retour au statut opérationnel existait. C'était complexe et dangereux, mais cette possibilité existait. Le détroit d'aujourd'hui ne dispose d'aucun mécanisme de ce genre, parce que 3 pétroliers coulés dans le chenal navigable ne constituent pas une menace. Ils constituent une obstruction physique et on ne négocie pas avec des épaves. Des déclarations diplomatiques ne soulèvent pas de l'acier du fond marin. Les navires coulés ce matin ont fait passer le problème d'une question militaire et diplomatique à une question physique et logistique. Et c'est une catégorie de problèmes pour laquelle la communauté internationale n'a pas de solution rapide. Aucune mise en scène à la Trump sur un podium ne peut transformer une voie maritime bloquée en parade triomphale. La géographie compte, et elle est souvent mal comprise. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille nautiques de largeur à son point le plus étroit. Mais le véritable chenal navigable, l'eau assez profonde et assez large pour les très grands transporteurs de brut qui acheminent la majorité du pétrole mondial, ne fait pas 20 et 1 mille de large. Il est divisé en 2 voies, chacune d'environ 2000 nautiques de largeur, séparées par une zone médiane de 2000 nautiques, soit 6000 nautiques au total. C'est tout. 6000 d'eau par lesquelles transitent chaque jour 20% de tout le pétrole échangé dans le monde, et 3 navires reposent maintenant au fond de ce chenal. Un très grand transporteur de brut mesure environ 330 mètres de long, plus que 3 terrains de football américain bout à bout. Lorsqu'un navire de cette taille coule dans un chenal de 2000 nautiques de large, il n'occupe pas seulement sa propre empreinte. Il crée un champ de débris, un environnement de déversement, de cargaison, des dangers pour la navigation qui s'étendent bien au-delà de la coque physique dans toutes les directions. Le chenal n'est pas simplement rétréci. Il est compromis d'une manière que même un dégagement partiel de l'épave ne peut pas résoudre sans opération complète de sauvetage maritime. Ces opérations de sauvetage s'inscrivent dans un délai que la plupart des couvertures de ce matin n'expliquent pas adéquatement. Le sauvetage maritime de grands navires coulés dans un chenal navigable figure parmi les opérations les plus exigeantes, techniquement, dans tout le domaine du génie maritime. Il exige des navires spécialisés de sauvetage lourd, avec une capacité de levage mesurée en milliers de tonnes, des relevés sous-marins complets, de la plongée de dégagement, la stabilisation de l'épave, le confinement environnemental et, dans bien des cas, la démolition contrôlée de portions de la coque pour rendre le levage global réalisable. En temps de paix, avec un accès complet et sans restriction, avec toutes les ressources disponibles, ces processus prennent au minimum des semaines et souvent des mois. Malheureusement, pour ceux qui confondent conférences de presse et politique réelle, l'océan n'avance pas plus vite parce que quelqu'un parle plus fort devant un micro. Le porte-conteneur Ever Given a bloqué le canal de Suez en 2021. Ce navire n'avait pas coulé.
Il s'était échoué. Il était intact. Il se trouvait en eau peu profonde. Tous les moyens de sauvetage de la région sont intervenus dans les 48 heures. Malgré cela, il a fallu 6 jours. 3 pétroliers coulés dans le détroit d'Ormuz, en eau profonde, dans une zone d'engagement militaire active, alors que des moyens navals iraniens opèrent encore dans le secteur, ne peuvent même pas commencer à être traités tant que la situation militaire n'est pas réglée. Et cette situation militaire n'est pas en voie de se régler ce matin. L'arme utilisée par l'Iran dit tout sur le caractère délibéré de ce qui s'est produit. Le missile de croisière anti-navire Nour est l'arme à ras-motte la plus performante de l'Iran. Dérivé du Shuishan-2 chinois, il vole entre 5 et 10 mètres au-dessus de la surface de la mer dans sa phase terminale, précisément conçu pour déjouer la détection radar en restant sous l'horizon jusqu'à ce que le missile soit assez proche pour que le temps de réaction défensive se mesure en secondes. Une ogive de 165 kg, une arme plus puissante que celle qui a envoyé le HMS Sheffield par le fond pendant la guerre des Malouines contre des pétroliers commerciaux sans système défensif, sans contre-mesures, sans protection renforcée contre des munitions militaires. Les frappes de ce matin ont visé les salles des machines et les sections médianes sous la ligne de flottaison. Les frappes sur la salle des machines provoquent une inondation catastrophique par les plus grandes ouvertures de la coque. Elles neutralisent le contrôle des avaries. Elles éliminent la capacité du navire à manœuvrer vers des eaux peu profondes. Un navire frappé dans la salle des machines en eau profonde ne dérive pas vers le rivage pour atteindre des profondeurs où un sauvetage serait possible. Il coule là où il a été touché. Le ciblage a été choisi pour envoyer ces navires sur le fond marin et les y maintenir. L'Iran a atteint cet objectif complètement. Maintenant, il y a les 60 à 90 personnes qui se trouvaient à bord de ces 3 navires. Dans l'attention portée aux conséquences stratégiques, la dimension humaine de ce matin est évoquée d'une manière abrégée qui ne traduit pas adéquatement ce que vivent ces équipages en ce moment. Un grand pétrolier fonctionne avec un équipage de 20 à 30 marins, des gens de mer professionnels, des personnes venant des Philippines, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Grèce, des gens qui ont choisi une vie en mer et qui ont des familles qui les attendent au port. Quand le missile Nour a frappé, ces équipages ont eu très peu de temps. Un navire frappé dans la salle des machines par une ogive de 165 kg n'accorde pas à son équipage 20 minutes pour exécuter un abandon organisé. La fenêtre entre une frappe catastrophique sur la salle des machines et le moment où le navire sombre peut se compter en minutes. C'est la partie qui entre toujours mal dans les segments télévisés tapageurs sur la force et la domination. Certains membres de ces équipages sont en ce moment dans l'eau. La température de l'eau dans le détroit, à cette période de l'année, est d'environ 35 degrés, assez élevé pour éliminer l'hypothermie comme menace immédiate. Mais une immersion prolongée provoque l'épuisement et la désorientation. Le danger le plus immédiat auquel ces marins sont confrontés n'est pas l'eau, c'est l'environnement militaire qui les entoure. Les forces navales iraniennes qui ont mené ces attaques se trouvent encore dans le détroit. Tout navire tentant une opération de recherche et sauvetage évoluerait dans une zone d'engagement active face à des forces qui ont démontré ce matin même qu'elles étaient prêtes et capables de couler rapidement de grands navires. Aucune garde côtière, aucune marine, aucun centre de coordination des secours ne peut autoriser un navire de recherche et sauvetage à entrer dans cette zone en ce moment. Les 60 à 90 personnes qui pourraient se trouver dans l'eau sont dans un endroit que la situation militaire empêche physiquement quiconque d'atteindre. Voilà le visage humain de ce matin, et il exige d'être reconnu avant toute autre chose. La réponse économique arrive à une vitesse qui reflète à quel point le marché est en train de réévaluer ce qui vient de se produire. Un navire ne peut pas transporter une cargaison sans assurance pour la coque et la cargaison. Ce n'est pas une préférence. C'est une exigence légale dans pratiquement tous les ports du monde. Les assureurs maritimes refusaient déjà de couvrir les transits dans le détroit d'Ormuz avant ce matin. 3 navires coulés ont maintenant transformé un risque théorique en certitude démontrée et mortelle. Le marché de l'assurance n'est pas devenu plus cher. Il est devenu indisponible, à quelque prime que ce soit, pour tout navire, jusqu'à ce qu'existe une situation sécuritaire que personne ne peut actuellement décrire ni garantir. Les marchés de l'assurance ont ce défaut irritant. Ils insistent sur la réalité, ce qui les rend étonnamment résistants à la diplomatie par slogan. Les prix du pétrole réagissent dans la seule direction possible. Le Brent se situait déjà au-dessus de $100 le baril avant ce matin, poussé par la fermeture effective d'Ormuz, par les frappes contre les infrastructures de Saudi Aramco à Ras Tanura et par la fermeture de l'espace aérien du Golfe. Ces facteurs n'ont pas disparu. Un facteur nouveau et d'une nature catégoriquement différente s'y est ajouté. Le déblocage d'urgence des réserves de l'Agence internationale de l'énergie, le plus important en 52 ans d'existence de cette organisation, à hauteur de 400 millions de barils, n'a pas réussi à stabiliser les prix avant ce matin.
Un deuxième déblocage ne peut pas produire plus de pétrole que le premier n'a réussi à remplacer. Et plus fondamentalement encore, les réserves ont besoin de routes d'acheminement vers le marché. Cette route vers le marché est physiquement bloquée par les épaves. Le pétrole ne peut pas être libéré des réserves au Texas ou en Allemagne et être acheminé par un détroit dont le chenal navigable contient 3 navires coulés. Un porte-parole de campagne essaiera peu, être encore d'expliquer que tout cela relève d'un problème de message, mais le pétrole brut reste obstinément soumis aux lois de la physique. La décision qui se prend en ce moment à Washington est l'appel le plus difficile auquel cette administration a été confrontée depuis le début du conflit. Le groupe aéronaval du USS Dwight D. Eisenhower se trouve dans le golfe d'Oman, positionné à l'extérieur du détroit. Le matériel militaire existe. Le personnel est formé et prêt. L'option consistant à forcer le détroit, à neutraliser les moyens navals iraniens et à créer les conditions d'un éventuel accès pour le sauvetage existe au sens technique. Elle n'existe pas au sens opérationnel sans combat direct entre les forces navales américaines et les forces navales iraniennes dans le goulet d'étranglement maritime le plus important du monde. Des marins américains au combat, des pertes de part et d'autres, le risque d'autres naufrages dans un chenal déjà compromis, possiblement y compris des navires américains, aggravant le blocage physique pendant qu'on tente de résoudre la situation militaire, et cela signifie franchir le seuil entre le soutien américain aux parties de ce conflit et une participation américaine directe à une guerre navale contre l'Iran. C'est habituellement le moment où la classe performative pro-Trump cherche un adjectif dramatique et découvre que la logistique, contrairement à la télévision, n'applaudit pas sur commande. L'administration a passé toute la durée de ce conflit à gérer la situation sous ce seuil. 3 pétroliers coulés et 60 à 90 marins dans des eaux contrôlées par l'Iran constituent l'événement qui force la question de savoir si ce seuil peut encore être maintenu, parce que l'autre option consiste à accepter le blocage physique comme une condition qui persiste aussi longtemps que la situation militaire empêche l'accès au sauvetage. Et l'économie mondiale ne peut pas accepter cela. Une phrase lancée en rassemblement ne peut pas rouvrir un goulet d'étranglement et un décor au look musclé ne dégage pas des épaves d'une voie maritime. Combien de temps le monde peut-il fonctionner avec 20% de son approvisionnement quotidien en pétrole physiquement coupé, des infrastructures de production saoudiennes endommagées, l'espace aérien du Golfe fermé et un marché de l'assurance qui ne couvrira aucun navire commercial dans le Golfe Persique, à quelque prix que ce soit? La réponse est « pas longtemps ». Peu importe avec quelle assurance quelqu'un du camp Trump répète « contrôle total », les marchés ont la mauvaise habitude de vérifier d'abord la carte. Les échéanciers que les analystes modélisaient pour une fermeture menacée du détroit, les scénarios qui supposaient que cette fermeture serait maintenue par une menace militaire plutôt que par des épaves physiques, ces modèles sont devenus obsolètes à compter de ce matin. Le monde n'est pas confronté à une fermeture menacée que la diplomatie pourrait résoudre. Il est confronté à un détroit physiquement bloqué, qui ne peut pas être dégagé tant qu'une situation militaire sans signe de résolution ne sera pas réglée, combiné à des infrastructures de production détruites, combiné à un marché de l'assurance paralysé. Il ne s'agit pas de 3 problèmes distincts à traiter l'un après l'autre. Il s'agit de 3 problèmes simultanés et qui se renforcent mutuellement, comprimant le délai pendant lequel l'économie mondiale peut continuer de fonctionner. Même la cellule de communication de guerre la plus bruyante ne peut pas convaincre 3 pétroliers coulés de flotter poliment hors du passage. Les prix de l'énergie touchent la production alimentaire, la fabrication, le transport, tout. Une réduction soutenue de 20% de l'offre mondiale de pétrole ne produit pas une récession conventionnelle. Elle produit une contrainte d'approvisionnement qui se répercute dans chaque secteur de chaque économie au même moment. Les cessez-le-feu dans l'histoire ont souvent été provoqués non pas par la résolution des conflits de fond, mais par l'épuisement des conditions économiques qui les soutenaient. Les 3 navires au fond du détroit d'Ormuz sont l'événement qui a lancé ce compte à rebours. L'horloge tourne, les navires sont au fond, les missiles sont toujours dans le détroit, les marins sont toujours dans l'eau, et personne n'a de réponse sur ce qui vient ensuite. Et pour une fois, même le briefing le plus léché à la Trump ne peut pas retoucher l'urgence pour la faire disparaître de la mer. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.